La suite du grand journal de Radio J à écouter sur radioj.fr. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Elie Tenenbaum, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir en studio. Vous êtes agrégé et docteur en histoire, responsable du laboratoire de recherche sur la défense à l'IFRI. Et vous venez de faire paraître avec Marc Ecker ce livre que je montre à la caméra devant moi, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle. C'est paru chez Robert Laffont. C'est une somme importante que vous nous proposez là, la première sur l'histoire de la guerre contre le terrorisme inaugurée en 2001 par l'attaque des tours du World Trade Center. Pourquoi, Elie Tenenbaum, les attaques du 11 septembre ont marqué une césure dans la longue lutte, dans l'histoire de la longue lutte contre le terrorisme ? Alors effectivement, la lutte contre le terrorisme existait avant le 11 septembre et d'ailleurs les attentats de Munich en 1972 contre la délégation israélienne aux Jeux Olympiques avaient marqué un premier tournant dans la coordination internationale de la lutte contre le terrorisme, mais finalement c'était resté le domaine d'un certain nombre de services réservés, de services de renseignement, d'unités spécialisées. L'ampleur des attentats du 11 septembre change la donne et va faire en sorte que pour l'administration Bush, tout du moins, aux États-Unis à cette époque-là, on parle de guerre contre le terrorisme et c'est pas juste la CIA, le FBI et les services spécialisés qui sont concernés, mais l'ensemble finalement de l'appareil de sécurité et de défense américain et par extension de tous ses alliés qui se mettent à l'agenda de la lutte contre le terrorisme. La guerre contre le terrorisme devient véritablement le grand projet, le projet de grande stratégie des États-Unis qui vont décider d'utiliser finalement cette occasion pour transformer largement un certain nombre de régimes au Moyen-Orient, en Afghanistan d'abord, puis en Irak, et donc vont ouvrir un cycle stratégique qui, selon nous, Marc Ecker et moi dans cet ouvrage, pourrait peut-être prendre fin aujourd'hui. Alors justement, vous distinguez 5 temps, 5 grands actes dans cette guerre de 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous les préciser ? Oui, alors on a effectivement décidé de suivre les règles de la tragédie classique en divisant finalement cette période en 5 actes. Tout d'abord, on a la période de 2001 à 2006 dont je parlais à l'instant, finalement d'un grand projet où l'onde de choc de l'hyperterrorisme du 11 septembre, les États-Unis décident de tenter de remodeler, d'introduire des formes de démocratie en Afghanistan, en Irak. Paradoxalement, une forme d'euphorie aussi aux États-Unis à ce moment-là. Oui. Alors, ce qu'on pourrait appeler dans le grec classique, l'hubris, finalement, une forme de démesure avec le projet des néoconservateurs proches de l'administration Bush qui disent, finalement, on va transformer en profondeur ces régimes pour prendre le mal à la racine. L'origine d'Al-Qaïda, c'est l'absence de démocratie au Moyen-Orient, dans le monde arabe et plus généralement. Et c'est ça qu'on va transformer. Il y a aussi une grande naïveté dans leur volonté de transformation, avec un manque de réflexion sur l'après, comment on gère, une fois qu'on a renversé ces régimes, comment on gère la stabilisation. Et ça va amener à la seconde période, le second temps, qui va être une tentative de stabilisation. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ont eu d'une certaine manière les yeux plus gros que le ventre, qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore et qu'il s'agit maintenant profondément de stabiliser. Donc ça va aller jusqu'en 2011, période où Barack Obama, on s'en souvient, retire ses troupes américaines d'Irak, mais annonce aussi un retrait d'Afghanistan qui va prendre plus de temps que prévu. Et finalement, une forme de lassitude au bout de ces 10 premières années, de dire maintenant on tourne la page, les guerres contre le terrorisme, c'est fini. Le problème, c'est qu'on va avoir un événement le printemps arabe qui n'a pas été prévu, qui n'a pas été intégré et qui n'a pas été désiré en fait par les pays occidentaux, qui va relancer à travers une dose de chaos une nouvelle génération. 3 seconds actes, 2011-2014, le temps de ces printemps arabes et de l'arrivée des djihadistes qui ne sont pas à l'origine des printemps arabes mais qui vont en profiter pour s'installer dans un certain nombre de pays, en Libye, en Syrie évidemment, au Yémen. Et puis 2014-2017, la période de l'apogée de l'État islamique, on s'en souvient, avec une nouvelle vague d'hyperterrorisme à travers les Occidentaux. Concurrence à Al-Qaïda qui était au fait de sa gloire au début de la décennie. Absolument, l'État islamique, on pourrait y revenir, mais qui initialement est la filière irakienne d'Al-Qaïda qui s'est émancipée et qui elle-même est devenue une forme de rivale en se proclamant calife, en proclamant le califat en 2014. Et puis la
la dernière période, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, depuis 2017, où finalement l'État islamique a été battu, comme Al-Qaïda avait été battu en Afghanistan dans les années 2001. On se retrouve aujourd'hui finalement dans une sorte d'incertitude. On parle d'étranges victoires, parce que le terrorisme persiste sous une forme désorganisée, déstructurée, un petit peu plus diffuse, sur de nouveaux théâtres d'opération, et à nouveau la volonté, la lassitude du côté des Américains, du côté des Occidentaux, des Européens aussi, vouloir fermer la porte de ce contre-terrorisme pour se consacrer à de nouveaux enjeux, comme la montée en puissance de la Chine, la rivalité de puissance, l'Iran et d'autres choses. Que vous évoquez, Lynn Tellenbaum, quel impact aura notamment le retrait américain engagé en Afghanistan par Joe Biden, qui avait déjà été envisagé il y a plus de 10 ans par le président Obama? Et il est important de se souvenir que Joe Biden était à l'époque le vice-président de Barack Obama, et il était le principal avocat du retrait d'Afghanistan à l'époque d'Obama. Une forme de continuité chez lui sur cette absolument. question. Et il a toujours été assez sceptique sur ce que pouvait apporter une présence militaire soutenue et prolongée en Afghanistan. Il a toujours été assez réticent à cette présence, et donc il n'était pas surprenant que finalement dans une continuité entre Barack Obama, Donald Trump et lui, on voit beaucoup de ruptures, mais là il y a une forme de continuité, volonté de se retirer. Il a dit: je ne serai pas le président qui passera une nouvelle fois à son successeur le fardeau afghan. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très difficile de savoir. Finalement, la guerre contre Al-Qaïda, elle avait été gagnée en Afghanistan en 2001. C'est la guerre contre les talibans qui a été perdue. Sachant qu'à l'époque, en 2001, George Bush avait mis une équation en disant taliban égale Al-Qaïda, et c'est bonnet blanc et blanc bonnet. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que ça tient toujours? L'accord de paix qui a été signé à Doha en février 2020 stipule le fait que les talibans s'engagent finalement à ne pas laisser Al-Qaïda revenir sur leur territoire. Et en même temps, on a de fortes raisons de douter de leur bonne foi sur ce plan-là. On a eu à de multiples reprises des connexions évidentes très récemment entre les deux groupes, entre les talibans afghans et Al-Qaïda, mouvance internationale qui menace les intérêts des pays occidentaux en général. Et donc voilà, la question, ça va être de savoir, est-ce que les États-Unis et leurs alliés sont crédibles aujourd'hui pour maintenir la menace de dire, si les talibans renouent le lien avec Al-Qaïda, nous reviendrons et nous frapperons à nouveau, et les 20 ans qu'ils ont passés dans la clandestinité d'une certaine manière devraient leur servir de leçon. Et en même temps, on sait bien qu'on a affaire avec un mouvement fondamentaliste qui prend d'autres considérations que le simple pragmatisme. Ici, avec un lien quand même historique avec Al-Qaïda, mais qui a quand même beaucoup évolué depuis 2001. Alors Al-Qaïda justement, Al-Qaïda et ses filiales ont souvent tenté ces 20 dernières années et parfois réussi à viser des intérêts israéliens ou plusieurs communautés juives dans le monde. On peut notamment citer l'attaque contre un avion de la compagnie israélienne Arkia en 2002 au Kenya, aux attentats de Casablanca en 2003, ou plus récemment évidemment en France en 2012 à Toulouse, puis à Paris en 2015 contre l'Hypercacher. Quelle place tiennent Israël et de manière plus générale les Juifs dans l'idéologie djihadiste? Bon, alors, la place des Juifs et des sionistes dans la rhétorique caïdiste et djihadiste a toujours été centrale. Hein. Dès les premières déclarations de Ben Laden en 96-98, le djihad contre les Juifs et les croisés. Donc, c'est véritablement un point central. Il faut aussi se souvenir que l'un des théoriciens initiaux et les premiers fondateurs d'Al-Qaïda, c'est un Palestinien, Abdallah Azzam, qui était inspiré par le djihad afghan et le djihad palestinien, qui est considéré comme symétrique. La place des Égyptiens aussi, des gens comme Zawahiri, qui est l'actuel émir d'Al-Qaïda, est tout à fait... sont des gens qui ont été inspirés, liés avec le djihad islamique, par exemple. Israël, finalement, a été peu ciblé sur son territoire par Al-Qaïda, effectivement davantage dans ses intérêts à l'étranger, ses ressortissants, etc. Mais finalement, ça sert toujours de repoussoir, de capacité à unir au maximum. Dieu sait que les tensions sont vives au sein de la mouvance djihadiste, qu'il y a des divisions extrêmes, mais finalement qu'on brandit la question israélienne, eh bien c'est une manière de mettre tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, il y a souvent, mais c'est beaucoup dans les rhétoriques, dans
dans les faits, on voit qu'ils se sont peu frottés à l'enclave israélienne au Moyen-Orient, ne serait-ce que même quand ils étaient en Syrie, finalement, ça n'a pas été la priorité de leurs activités. La France a, au cours de ces 20 ans de guerre, nettement évolué dans sa manière de coopérer, d'appréhender sa coopération, notamment sur le plan politique avec les Américains. L'idée d'une guerre contre le terrorisme, écrivez-vous, a longtemps été récusée par les autorités françaises, avant que les attentats en France et la déstabilisation au Sahel modifient à la fois la perception de la menace et peut-être aussi les moyens choisis pour y faire face. Elie Tenenbaum, comment s'est déroulé ce cheminement français ? Alors effectivement, tout d'abord, au lendemain du 11 septembre, le président Jacques Chirac est le tout premier chef d'État étranger à se rendre sur le site, montrer la solidarité française. La France envoie le Charles de Gaulle, le porte-avions Charles de Gaulle vers l'Afghanistan et donc montre sa solidarité. Dans un second temps, il y a une tension qui se met en place à travers justement une distance entre la vision française de ce que doit être la lutte contre le terrorisme et la vision un petit peu démesurée des ambitions de George W. Bush. On se souvient évidemment de la distance au moment de la guerre en Irak et le refus de français de soutenir cette entreprise américaine. Et en 2006, le fameux discours de Dominique de Villepin. Le discours de Dominique de Villepin en 2002 à l'ONU, en 2003 à l'ONU. Et finalement, en 2006, un livre blanc sur la sécurité intérieure et le terrorisme en France qui dit officiellement la France récuse le terme de guerre contre le terrorisme. Les choses vont évoluer tout d'abord avec le mandat de Nicolas Sarkozy, qui cherche à se réconcilier avec les États-Unis, réintégrer le giron de l'Alliance Atlantique et renforcer l'effort militaire français en Afghanistan, aussi au nom de cette solidarité transatlantique. Et la France va payer cher le prix de sa guerre contre le terrorisme en Afghanistan. Le mot de guerre contre le terrorisme reste encore un petit peu tabou. Et puis il apparaît en fait pour la première fois dans la bouche de Jean-Yves Le Drian au Mali, dans le cadre de l'opération Serval en 2013. Ça passe relativement François Hollande. Sous la présidence de François Hollande, Jean-Yves Le Drian étant ministre de la Défense à cette époque-là. Ça paraît relativement inaperçu, mais en fait, au fur et à mesure que la France va être de plus en plus directement confrontée à la menace terroriste, tout d'abord dans ses intérêts à l'étranger, notamment en Afrique subsaharienne, et puis sur son territoire national à partir de 2015, de manière extrêmement vive. On s'en souvient, les attentats de Charlie Hebdo, l'hypercacher, et puis les attentats du 13 novembre. Là, le mot de guerre contre le terrorisme est très fortement ressenti. Et c'est une manière de dire que c'est toujours facile de critiquer à l'étranger quand on dit, bon voilà, la manière de tel ou tel pays de répondre à la lutte contre le terrorisme n'est pas adéquate. Quand on en est victime soi-même, évidemment, c'est très différent. Et de fait, la France touche du doigt les limites d'un modèle purement judiciaire de lutte contre le terrorisme qui avait été mis en place dans les années 90 face aux attentats du GIA, face à une organisation comme Daesh, par exemple, qui a des bases à l'étranger, qui est militarisée, et donc face auquel il faut recourir à l'arme militaire également, même si ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. Merci beaucoup, Elie Tenenbaum, d'avoir été l'invité de ce grand journal. Je rappelle le titre de votre livre, écrit avec Marc Ecker, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle. C'est paru chez Robert Laffont et c'est un grand livre que je conseille vivement à nos auditeurs. À très bientôt sur Radio J. Votre interview est à retrouver notamment sur notre page YouTube.